Alors bonjour, je m'appelle Frédéric Tanchot, je suis responsable du pôle R&D pour un client spécifique chez Open Studio. Je vais vous présenter aujourd'hui la masterclass méthode agile performante, mais plutôt la partie application de Scrum dans un outil spécifique qu'on utilise chez Open Studio, qui s'appelle GitLab. Alors il y aura quatre volets dans la présentation. Un premier volet sur le contexte professionnel, où on va poser les bases de l'utilisation GitLab chez Open Studio. Dans un deuxième temps, on abordera les notions de user story et d'incident sous GitLab. De quelle manière on retrouve ces notions dans GitLab, et notamment on verra aussi les notions de template qui sont très importantes pour l'aide à la rédaction du contenu. Le troisième volet sera les boards de gestion, donc des boards de gestion de type Kanban qu'on va utiliser pour appliquer la méthode Scrum au sein de GitLab. Et quatrième volet, donc qui sera le volet le plus important, c'est vraiment une mise en situation où on va reprendre les différentes cérémonies et phases d'un projet Scrum et comment on l'applique concrètement au travers de GitLab. Alors, quel est le contexte chez Open Studio ? La première chose, on en a déjà parlé, c'est qu'en termes d'agilité, on a mis en place la méthode Scrum. Il y a un rôle essentiel du Scrum Master, puisque c'est lui qui va définir la méthode et la manière dont on décline sur les outils de l'entreprise. Troisième chose, faire la version de GitLab est une version non payante. Donc alors il faut s'attendre à ce qu'il y ait certaines fonctionnalités qui soient manquantes, notamment par exemple la prise en compte des poids des user stories, mais on vous présentera comment le faire autrement et passer outre ces manquements, on va dire, de l'outil. On va aussi voir la partie repository. Donc, on part du principe qu'on est déjà sur un repository de nos projets qui est déjà créé. Alors après, c'est à votre convenance. C'est soit vous utilisez GitLab à la fois pour le développement et la gestion projet. Donc, dans ce cas-là, vous allez mettre la gestion projet sur le repository du code. Soit vous pouvez utiliser GitLab complètement indépendamment du code et avoir un repo complètement dédié à la gestion projet. Et dernière chose, c'est l'accès client. Donc nous, on part du principe que le client a nécessairement un accès à notre GitLab en toute transparence. Ça va aussi avec l'agilité, les règles de l'agilité. Donc un accès à l'ensemble des boards, au wiki, et qui peut créer aussi des US, principalement des incidents, et même les commenter. Donc dans un deuxième temps, on va voir les notions d'US et d'incidents, et notamment l'utilisation des templates dans GitLab. Donc ces templates, c'est assez simple pour les créer sous GitLab. Donc là, on voit que je suis dans le repository. Il suffit de créer donc un premier répertoire .gitlab, un deuxième répertoire issue_templates. Et sous ce répertoire, en fait, je vais pouvoir créer autant de fichiers MD, donc au format Markdown. Et ces fichiers-là, ça va être les templates, les modèles des issues que je vais créer dans mon projet, dans mon différent projet. Donc là, sur ce modèle-là, nous, on est parti sur trois modèles. Un modèle pour les user stories et deux modèles pour les incidents clients et les incidents internes. Alors, on va voir maintenant la création d'une issue. Donc, c'est très simple. Sur GitLab, je vais me basculer sur la liste des issues. Et je vais utiliser, alors, soit deux possibilités. En fait, j'ai la possibilité d'utiliser le bouton New Issue. Alors, je suis en anglais, là, donc forcément. Ou alors, ici, directement, un bouton qui est présent dans toute la navigation GitLab. Donc, pour pouvoir créer, donc je peux créer ici New Issue. Donc, quand je vais créer cette US, donc je vais pouvoir lui saisir un titre. Je vais pouvoir la classer au niveau du type issue ou incident. Et surtout, je vais pouvoir choisir un template. Et là, on va retrouver les trois templates que je vous ai montré tout à l'heure. Incident client, incident interne ou US. Donc là, je vais vous montrer la création d'une US. Et vous voyez que l'US, du coup, est initialisé en fait avec tout un tas de textes. Ce qui va m'éviter d'oublier des choses au niveau de la rédaction de mon US.
et aussi avoir la possibilité de taguer les US à l'issue de la création. Donc dans la création de l'US, donc je vais saisir du coup un titre, US par exemple 6, et vu comme je l'ai expliqué dans le contexte, on est sur une version qui est non payante, donc je n'ai pas la possibilité de saisir le poids de l'US. Donc ce qu'on fera, c'est qu'au moment du Product Backlog Refinement, on viendra ajouter le poids entre crochets à la suite du titre. Donc sur l'ajout automatique des tags, donc en fait on appelle ça des quick actions dans GitLab, des actions qui vont être jouées au moment de l'enregistrement en fait de l'US. Et donc cette action /label permet de taguer en fait l'US avec les tags suivants. Donc là on a un tag US et un tag fonctionnel. Donc ces tags, vous les retrouvez du coup dans le template de projet qu'on vous met à disposition. On l'a ici dans les labels. Et tous ces labels donc, sont tous pré-positionnés, pré-créés. Donc bien entendu, on peut en rajouter autant qu'on veut selon le besoin. Alors sur les tags, en fait, on a prévu plusieurs choses, mais le tag le plus essentiel, c'est vraiment l'US. Et le deuxième tag, en fait, ça va être plutôt pour catégoriser le fonctionnel. On va plutôt l'utiliser pour définir une US complètement fonctionnelle. Et puis, on peut avoir des fois des US qui sont plus techniques. Je ne sais pas, par exemple, un changement de version d'un composant de l'application. Et là, on utilisera plutôt un tag qui s'appelle enabler. Alors maintenant, on va plutôt rentrer dans le contenu de l'US. Donc, il y a plusieurs chapitres. Un premier chapitre description, un chapitre description complémentaire et un chapitre critères d'acceptation. Donc bon, là, on est en édition, donc on est en Markdown. Je vais vous le montrer en preview. Donc ça donnerait ça, finalement, à l'issue de l'enregistrement de l'US. Donc à chaque fois, on va préciser au niveau fonctionnel ce qu'on attend. Donc en tant que, quel est le profil, étant donné que, qu'est-ce qui se passe, je souhaite une action, et afin de, pourquoi, voilà le pourquoi de l'US. Si on a besoin de détailler des éléments importants, je ne sais pas, par exemple pour un export, on a besoin de détailler les colonnes qu'on veut retrouver dans l'export, on va pouvoir le détailler dans le deuxième chapitre description complémentaire. On a un troisième chapitre étant concerné, donc là où on va préciser la page sur laquelle se trouve la fonctionnalité qui est détaillée dans l'US. Et l'idée, c'est ici d'avoir un lien vers la maquette de cet écran. Dernier chapitre qui est quasiment le plus important, puisque c'est presque ce chapitre en fait qui va nous permettre de spécifier la user story. Ce sont les 4 tests. Donc on précise 4 ou 5 tests au minimum. On les nomme avec des chiffres, ça c'est très important, puisqu'on va pouvoir se référer sur ces numéros quand on a des incidents. Donc un incident sera rattaché à un numéro de test. Et les 4 tests donc, sont définis de cette façon, étant donné que donc, on définit la situation actuelle. Alors ça peut être plusieurs points, étant donné que je suis sur la page des exports, que je suis connecté en tant que profil ayant accès aux exports. Et lorsque donc, on va préciser l'action qui va se faire, l'action que l'utilisateur va faire, et alors, on va préciser le résultat souhaité. Tous ces 4 tests fonctionnels sont censés couvrir l'ensemble de la fonctionnalité décrite. On va passer sur la notion d'incident. Un incident sous GitLab, c'est une issue dans GitLab, toujours une issue, mais dans le cas des incidents, en fait, je vais préciser le type incident et je vais utiliser le modèle qui correspond. Donc si je suis en recette interne, donc qui est la première recette effectuée chez OpenStudio, je vais utiliser ce modèle-là. Ou si je suis en recette client, donc là c'est plutôt mon client qui va créer l'incident et utiliser le bon modèle incident client. Donc, je vais prendre incident interne. Dans ce cas-là, alors, on n'a pas tout à fait les mêmes chapitres. On va plutôt avoir un premier chapitre qui correspond au contexte. Donc là, on va rappeler
en fait le numéro de l'US correspondant et le test correspondant. Donc, quand on était sur l'US tout à l'heure, je vous ai montré, il est possible, alors si je prends une US par exemple, je vais aller sur les différents cas de test. En fait, on voit qu'ici, on peut cliquer sur le lien, donc ça nous donne la bonne URL, et c'est cette URL que je vais reprendre et que je vais mettre ici pour mon contexte. Donc, pour que ce soit plus facile finalement pour l'équipe de développement de retrouver d'où provient l'incident. Je vais avoir une description, et cette description elle sera normée aussi de la même manière que la description d'une US. Donc, on retrouve le étant donné que, situation actuelle, lorsque l'action de l'utilisateur, alors j'ai deux sous-paragraphes. Alors, c'est ce que j'obtiens. Donc, finalement, c'est l'incident que je constate. Et le alors souhaité, c'est on va décrire en fait ce qu'on attendait finalement à la place de ce qui a été obtenu. On a aussi un chapitre localisation qui permet de présenter en fait l'endroit de la page. Donc ça peut être la sidebar, la top bar ou un simple bouton dans la page. Et on va retrouver le quick action /label qui va automatiquement rajouter le tag incident et le tag bug interne. Alors pourquoi bug interne? Parce que j'ai choisi le template incident interne. Donc si je choisis l'incident client, ici on va voir que le premier tag c'est toujours incident, mais le deuxième c'est le bug client. Voilà, c'est ça qui va pouvoir me permettre de différencier en fait les différents incidents. Sinon le contenu est complètement identique. Donc à la suite de la création de l'incident, donc là je vais créer l'incident. Ce que je vais faire, c'est qu'en plus du contexte que j'ai mis ici, je vais associer dans le linked items là, je vais associer l'US à laquelle se réfère l'incident. Donc ici, on va pouvoir saisir l'US. Par exemple, si ça correspondait à l'US 6, je vais me baser ici. Je sauvegarde ici et du coup j'ai mon lien direct entre les US et l'incident. Donc en troisième partie, on va voir les différents boards de gestion qu'on a mis en place chez OpenStudio dans GitLab. Donc on a plusieurs boards pour le suivi des US, deux boards. Donc le Product Backlog Workflow. Donc c'est un board qui est nécessaire pour le suivi du cycle de vie des US. Et depuis ce board, le Product Owner va pouvoir créer et gérer ces US. Le deuxième board principal, ça va être le Sprint Backlog. Ce board-là permet de suivre l'avancement durant un sprint. Donc dans GitLab, pour la notion de sprint, on va utiliser les milestones. Alors, il y a une petite remarque, mais que je ne présente pas dans cette vidéo. C'est la notion d'Epics. Donc, c'est une autre notion qui est dans GitLab. Et cette notion-là, elle permet de regrouper un ensemble de fonctionnalités et donc finalement un ensemble de plusieurs sprints. Les Epics, au sens GitLab, peuvent donc répondre finalement à la notion de release en gestion projet. La deuxième notion de board de suivi, c'est le suivi des incidents. Donc, on va avoir deux boards aussi, les priorités d'incidents. Ce board-là va permettre au product owner de définir la priorité des bugs avec son client. Et le deuxième board, c'est l'incident workflow, donc qui permet aussi au product owner et au client de suivre l'avancement de la recette. Donc ce board sera partagé entre le product owner et le client, d'où l'obligation, la nécessité que le client puisse avoir accès au GitLab. Alors on va passer maintenant sur la quatrième partie qui correspond à la mise en application des événements Scrum. Donc alors, on a différentes cérémonies Scrum qui sont connues, mais aussi les phases, notamment les phases de recette. Alors dans un premier temps, il faut alimenter le Product Backlog. Donc la rédaction des US doit généralement démarrer forcément un peu avant le premier sprint afin de pouvoir alimenter au moins ce premier sprint. Donc c'est le Product Owner qui va s'en soucier et fournir le Product Backlog tout au long du projet. Cette tâche-là va se faire dans le board Product Backlog Workflow. Donc les boards sont accessibles depuis le menu Issue et Board, et puis on va pouvoir basculer d'un board à l'autre avec ce petit menu. Et donc là on voit donc les 4 boards qu'on a présentés précédemment. Donc là je suis sur le Product Backlog Workflow.
Alors, ce product backlog workflow, il a plusieurs colonnes. Et la première colonne donc, correspond aux spécifications à faire, donc à rédiger finalement. Il va comporter des US que j'ai initialisés avec le template user story, que j'ai pas encore rédigé ou pas fini de rédiger. Il se peut pendant le projet qu'on ait des idées ou après un échange avec le client d'une nouvelle fonctionnalité, on n'a pas forcément le temps de la rédiger, qu'on va créer très rapidement depuis GitLab une nouvelle US, mais finalement on va mettre que le titre et puis on y reviendra après. Donc cette colonne, c'est cette colonne qui va permettre de savoir quels sont les US qui sont à rédiger. Une fois qu'elles sont rédigées, alors soit elles passent directement à estimer, donc je vais prendre l'US et la déplacer dans US à estimer. Des fois, il est possible d'avoir la nécessité d'avoir la validation du client sur certains points, notamment quand le client ne donne pas toutes les données nécessaires à la rédaction. Donc dans ce cas-là, je vais plutôt passer par l'étape spec à valider. Et à ce moment-là, je vais assigner l'US à mon client. À partir du moment où le client le valide, finalement, lui va déplacer l'US en US à estimer et va me réassigner l'US directement. Donc dans cette partie US à estimer, c'est l'équipe qui doit estimer la complexité de l'US. Au niveau cérémonie Scrum, on parle de Product Backlog Refinement. Et chaque membre de l'équipe va devoir estimer cette complexité. On utilise la suite de Fibonacci pour quantifier le poids de l'US. Vous avez la possibilité d'utiliser un outil qui s'appelle Scrum Poker et qui permet justement à distance de pouvoir estimer. Chacun va estimer et puis après on va afficher les résultats. En fonction des résultats, il peut y avoir des divergences, notamment entre les fronts et les backs qui ne vont pas donner le même poids sur l'US. Et à l'issue d'une concertation, on va se mettre d'accord sur un poids définitif. À l'issue de la détermination du poids, de mon côté, je vais rajouter ce poids, à part si vous avez la version payante. Et là, vous avez carrément un champ qui permet de saisir le poids de l'US. Alors à partir de ce moment-là, donc les US passent en prête. Et là, on va arriver sur une autre cérémonie de Scrum, qui est une revue de sprint planning. On va se retrouver avec le client. Et avec le client, on va définir. Alors bon, il faut imaginer qu'il y a beaucoup d'US. On peut monter, selon les projets, 20, 30, 50, 100. Donc avec le client, je vais définir quels sont les US que je souhaiterais voir passer dans le sprint prochain. Donc, à l'issue de cette revue, on va retrouver les US candidates. Et le candidat, finalement, permet de faire une présélection de ce qu'on veut voir sur le prochain sprint pour préparer la prochaine cérémonie qui est le sprint planning. Donc, le sprint planning se fait avec le client, mais se déroule surtout avec l'équipe de développement, les product owners. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un dialogue qui s'installe pour estimer quels US parmi les candidates l'équipe pense pouvoir s'engager à traiter durant le prochain sprint. C'est vraiment un engagement de la part de l'équipe. Et du coup, à l'issue du sprint planning, je vais donc rajouter les différentes US dans ma colonne sprint en cours. Donc, va définir finalement les US que je vais associer à mon sprint. Je vais devoir additionner les différents poids des US. Et l'addition de ces poids ne doit donc pas dépasser la vélocité de l'équipe qui est réactualisée à chaque fin de sprint. À l'issue du sprint planning, le client et le product owner vont laisser travailler les membres de l'équipe ensemble puisque ceux-ci vont du coup décomposer chaque US en tâches unitaires qui correspondent à des tâches de dev back ou de dev front par exemple. Pendant ce temps-là, le product owner va créer son sprint. Alors tout à l'heure j'ai dit la notion de sprint, ça va être les milestones dans GitLab. Là j'en ai déjà créé un, mais voilà, il suffit de faire un new milestone. Vous allez mettre une date de début, une date de fin. Alors en soi, la création de milestone ça va pas vous apporter énormément de choses en termes de reporting. Dans la version payante, effectivement, on a l'accès à un tas de reporting.
mais malheureusement qu'on n'a pas dans la version gratuite. Ceci dit, c'est quand même vraiment important de pouvoir associer les US à chaque sprint. L'issue de la création du sprint, je vais repasser sur la liste issue. Je vais prendre toutes les US qui ont le tag sprint en cours. Je vais éditer entre toutes les US et les assigner à mon sprint 1. Je fais update all. Et là, toutes les US ont été assignées au sprint 1. Alors maintenant, je vais vous présenter le board sprint backlog. Donc, je vais me placer dessus, sprint backlog. Alors, ce board-là, du coup, il va être filtré sur le sprint en cours. Donc là, on a milestone égale sprint 1, donc qui a été créé spécialement pour l'exemple. Ici, donc si je rafraîchis, donc on va retrouver les différentes US que j'ai rajoutées. Et donc on a la présentation là d'une US qui a été plus ou moins écrite. Donc exporter les clients. Un cas d'exemple tout simple. On retrouve du coup le modèle qui a été rempli et rédigé. Donc en tant que profil export avancé, étant donné que j'ai bien accès au menu export client, je souhaite exporter la base client actif au format Excel afin de pouvoir utiliser cette base pour mon emailing mensuel. Bon voilà, donc c'est très fonctionnel, très métier en fait cette partie-là. Et puis à l'issue de ça, donc on retrouve les cas de test. Donc un exemple de cas de test, on va avoir, étant donné que je suis positionné sur la page de gestion des exports, et je suis connecté avec un profil ayant accès aux exports, donc le profil export avancé. Lorsque je clique sur le bouton exporter les clients, alors j'obtiens un fichier Excel. Ce fichier comporte les colonnes suivantes et seuls les clients actifs sont présents dans le fichier. Donc là, on voit que finalement, le cas de test spécifie, sert aussi de spécification à la user story. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est que plutôt que de décrire les spécifications d'un côté et puis après écrire un cahier de recettes, en fait, en travaillant comme ça, on décrit les cas de test et en même temps, on spécifie la user story. Donc ça diminue le travail. Bon, c'est pas de moitié, mais ça diminue quand même le travail. Et dans le modèle qui est utilisé, voilà, on utilise des actions qui permettent de cocher. Donc ça va vous aider quand vous serez en phase de recette. Alors, si je reviens sur mon sprint backlog, on a dans le sprint backlog une colonne US. Alors, pourquoi cette colonne ? C'est juste pour rappeler à l'équipe de développement quelles sont les US initiales qui composent mon sprint. Et ils ont interdiction de toucher à ces US-là et de les basculer dans telle ou telle colonne. C'est vraiment uniquement pour avoir la base du sprint. À côté de ça, je vais avoir les différentes tâches à faire. Donc là, on voit que j'ai créé par défaut la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3. Donc ces tâches sont les tâches qui ont été créées par les développeurs à l'issue du sprint planning, les membres de l'équipe, et ils sont reliés. Alors bon, j'ai décrit uniquement l'US exporter les clients. Mais on voit que les trois tâches, en fait, sont reliées à l'US exporter les clients. Alors, si je prends l'US en question, exporter les clients, on va voir qu'on retrouve les différentes tâches. Tâche 1, tâche 2, tâche 3. Donc, le sprint backlog, dans ce cas-là, durant le sprint, va être utilisé pour parler. Le sprint backlog, dans le cadre du sprint, va être plutôt utilisé par les membres de l'équipe. Et donc, à partir du moment où ils vont prendre en compte commencer à développer une tâche, ils vont la basculer en tâche en cours. Une fois qu'ils ont fini leur développement, ils vont la basculer en tâche to review. Donc, ce qui correspond finalement à une merge request au niveau de GitLab. Donc une revue de code, une personne de l'équipe, membre de l'équipe qui va valider le code qui a été rédigé. Et une fois que c'est validé, on va passer en tâche à tester. À partir du moment où toutes les tâches d'une US sont basculées à tester, ça veut dire que moi, de mon côté, je vais pouvoir, au niveau product owner, je vais pouvoir commencer à recetter les différentes US. Alors, il y a une colonne que je n'ai pas dépliée tout à l'heure, qui est la colonne annexe. C'est une colonne qu'on se garde sous le coude pour les développeurs, puisque pendant les développements de certaines US, certaines tâches, on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir un refactor de code à faire ou une évolution de version sur un bout de l'application. Donc, les développeurs ont la possibilité de créer une issue dans cette colonne qui pourront traiter au fil des différents sprints quand ils ont un petit peu de temps. Après, avoir à prioriser en fonction du projet.
Donc je ne rentre pas dans le détail sur les colonnes US à corriger et incidents, puisqu'ils seront abordés dans le chapitre gestion des incidents. Donc on arrive sur la phase de recette. Donc on a les boards incidents. Donc avant de donner la main au client, une recette interne est toujours nécessaire. Cette étape, elle est indispensable et elle nécessite toute notre attention chez OpenStudio. Elle est donc intégrée dans nos plannings. À l'issue du sprint, une période de recette interne avec en parallèle une période de reworks, donc qui correspond à des correctifs équivalent à un micro-sprint, des incidents éventuellement remontés. Dans l'idéal, elle devrait être effectuée par une équipe dédiée, mais c'est vrai que le product owner peut aussi, s'il en a le temps, s'en occuper. Et c'est d'ailleurs plutôt au product owner de s'en occuper lorsque c'est une première recette de l'US. On n'est pas dans le cadre d'évolution du produit, puisque c'est très très difficile finalement au moment de la rédaction initiale de l'US de pouvoir gérer tous les cas de test. Donc c'est vrai que les cas de test en général ils sont améliorés au niveau rédaction et même on peut rajouter des cas de test au moment de la recette. Le tout étant de pouvoir couvrir vraiment toutes les fonctionnalités de l'application et pouvoir rejouer en fait ces cas de test lors de futurs sprints. Alors comme déjà évoqué au début de vidéo, les incidents sont des issues de type incident rédigés sur la base des templates incident interne ou incident client. Alors la première étape pour la gestion des incidents, c'est la priorisation. Donc le board qu'on va utiliser, ça va être le board incident priorité. Alors tous les boards incidents seront filtrés avec le type incident. Donc ce qu'on voit ici sur ce board. Donc ce board de gestion des priorités, il a 4 colonnes principales. Donc on va avoir du P0, du P1, du P2, du P3. Très simple, le P0 c'est du critical à corriger impérativement sur le sprint actuel. Le P1 du high à corriger impérativement sur le sprint suivant. Le P2, c'est du medium, à corriger rapidement, on va dire. Et le P3, finalement, c'est des incidents dont on ne sait pas trop quelle est la priorité. Donc, on va les mettre en P3 pour les requalifier lors du sprint suivant. Alors, si en recette interne, le product owner décide lui-même de cette priorisation, celle-ci doit s'effectuer d'un commun accord entre le product owner et le client durant la phase de recette client. Et à l'issue de cette classification, les incidents qualifiés sont intégrés au sprint. Donc on va leur affecter le sprint, le milestone en question. Donc là voilà, j'avais mon incident 1 qui était en bug P0, je vais qualifier mon incident 2 en bug P1. En même temps, je m'assure du contenu quand même. En tant que product owner, je vais vérifier le contenu, que tout a été précisé dedans, que les cas pour reproduire et le résultat obtenu et celui attendu est précisé. Je vais l'améliorer si je peux avec des screenshots et éventuellement même des fichiers ou des choses comme ça. Enfin, tout est possible sous GitLab. Et je vais m'assurer aussi que l'incident est bien relié à l'US correspondant. Si je prends l'incident 1, ici, je suis toujours sur la partie export de ma base client. Donc j'ai précisé, voilà, je suis connecté, je suis positionné sur la page des exports, je clique sur le bouton exporter les clients. Le fichier obtenu est au format CSV, donc j'ai associé le format du fichier obtenu. Alors que j'attendais, moi, un fichier Excel. Donc, je précise le fichier Excel attendu. Et je vais m'assurer que l'US en question est bien associé. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir l'associer à mon sprint 1. Voilà, et je vais utiliser donc depuis mon board incident priorité, je vais qualifier quels sont les incidents qui vont être traités durant le sprint actuel. Donc à partir de ce moment-là, je vais basculer sur le board incident workflow. Alors incident workflow, il a deux filtres. Je vais repréciser le type d'issue, donc type égale incident, et préciser quel est le sprint que je veux vérifier. Donc là, je suis sur le sprint 1. Je vais rafraîchir. Je retrouve mon incident numéro 1. Donc, durant la qualification de l'incident, je vérifie que l'US est bien associé à l'incident et je vais aller
aussi sur l'US pour préciser que l'US est à corriger. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre d'avoir l'information au niveau du sprint backlog. Donc, je reviens sur le board sprint backlog. Donc là, si je rafraîchis, en fait, j'ai bien une colonne US à corriger. Donc, j'ai les US du sprint en cours, les US à corriger. Donc, ça veut dire qu'il y a un incident qui a été créé et rattaché à cet US. Et j'ai les incidents. Donc, l'incident 1 qui est l'incident, bon là, c'est facile à s'y retrouver, hein, l'incident 1 qui est relié à l'export des clients. Donc, en un seul endroit, j'ai vraiment une visualisation globale de l'état de mon sprint. La deuxième chose, c'est le board incident workflow. Donc, là, ici, je vais voir arriver tous mes incidents. Donc, ils sont dans l'état open. Logiquement, toutes les étapes de qualification ont été faites avant. Donc, je l'ai dit, hein, rédaction, vérification de la reproductibilité, vérification que l'US est bien rattaché et que l'US est passé à corriger. À partir de ce moment-là, en tant que product owner, je vais pouvoir basculer l'incident à traiter. Et à partir du moment où l'incident est à traiter, l'équipe de développement sait qu'elle peut prendre en charge cet incident. Donc à partir de maintenant, c'est l'équipe de développement qui va s'occuper de la gestion des incidents. Donc quand quelqu'un va le récupérer, donc il va le passer en tâche en cours et se l'affecter en se l'assignant à lui-même. Alors ça, disons que ça va permettre au product owner et aux clients de savoir que les incidents sont bien pris en charge, qu'ils sont en cours de développement. Alors, on a plusieurs états. Je vais vous expliquer. L'état feedback, c'est un état où, en fait, lors de la qualification, je m'aperçois en tant que product owner qu'il me manque des choses. Donc, on est plutôt dans la phase de recette client. C'est le client qui a rédigé le ticket. Il y a toutes les chances pour que l'incident ne soit mal rédigé. Donc, je vais, dans ce cas-là, ouvrir un incident. Je vais associer un commentaire. Voilà, mon commentaire sur l'incident. Le product owner et l'équipe ont besoin d'une réponse pour traiter cet incident. À partir de ce moment-là, je vais le basculer en feedback. Alors, tous les incidents qui sont en feedback, quand je me passe maintenant côté client, j'ouvre ce board incident workflow, je me dois de traiter tout ce qui est dans feedback, puisqu'on attend une réponse de ma part. Donc, je vais ouvrir mon incident, je vais visualiser quelles sont les demandes, et là, j'ai la possibilité de répondre à un commentaire. Donc, je vais ajouter ma réponse et l'enregistrer. Je reviens sur le board et je vais repasser l'incident à traiter. Et ainsi de suite, à traiter, l'équipe de développement sait qu'elle peut le prendre en charge. Je vais le passer en cours et à partir du moment où je l'ai fixé, on n'a pas l'étape de code review. Donc, à partir du moment où je l'ai fixé et que le correctif a été validé, je vais le passer en fixed. Ce qui va permettre d'alerter mon product owner que l'incident peut être reseté. Le product owner va donc resetter ce correctif, et s'il est OK, alors dans ce cas-là, il va pouvoir le passer à tester. S'il n'est pas OK, on repart au début en à traiter. Imaginons que c'est bon, je passe en à tester. Ça veut dire que j'alerte finalement le client comme quoi l'incident a été corrigé, qu'il est disponible sur l'espace de recette et que le client va pouvoir resetter et valider ou pas le correctif. J'ai une dernière colonne en stand-by. La colonne stand-by est un peu spéciale. En fait, c'est plutôt pour traiter des incidents qui n'en sont pas vraiment. Durant la recette, un incident peut découler d'une incompréhension au cahier des charges et finalement s'avérer être une évolution. Dans ce cas, ces incidents seront placés en attente dans cette colonne et il conviendra en fin de sprint de les requalifier et savoir la suite à leur donner. Est-ce qu'on les convertit en US, vraiment en user story, et on les ajoute au product backlog pour un traitement ultérieur, ou est-ce qu'on abandonne ?
Merci de m'avoir écouté. On arrive au terme de cette vidéo. Je rappelle juste ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment une adaptation finalement de la méthode Scrum. C'est pas la solution forcément idéale qui va répondre exactement à votre entreprise. Donc chacun c'est plus une base de travail, on va dire, que vous pouvez chacun faire évoluer et qui pourra répondre à vos projets, je l'espère.